À l'anniversaire des 20 ans de mon petit frère, mes parents m'ont exigé de lui offrir une Audi avec l'argent de ma fiducie. Quand j'ai dit non, ils m'ont envoyé aux urgences. Mais quelques heures plus tard, ce n'est pas moi qui suis revenu, c'est mon avocat. Et quand ils ont vu l'ordonnance du tribunal, ils sont devenus blêmes. L'histoire que je vais vous raconter est vraie. C'est l'histoire de ma libération. Avant de commencer, dites-moi, de quelle ville ou de quel pays m'écoutez-vous? Et quelle heure est-il chez vous en ce moment? J'aimerais savoir jusqu'où mon histoire résonne. Maintenant, laissez-moi vous ramener au début de la fin. Le soir du 20e anniversaire de mon petit frère Gaspard, le jardin de notre maison d'Angers ressemblait à une publicité pour un magazine de décoration. Des guirlandes dorées étaient tendues entre les chênes centenaires, leur lumière douce se reflétant dans les flûtes de champagne tenues par des gens qui souriaient trop fort. L'air sentait le jasmin et le gazon fraîchement coupé, un mélange sucré qui me donnait la nausée. Tout était parfait. Trop parfait. Ma mère, Béatrice, flottait d'un groupe à l'autre, tel un papillon social. Ses perles, un héritage de sa propre mère, captaient la lumière. Elle était dans son élément, l'architecte de cette illusion de bonheur familial. Mon père, Thibaut, se tenait près du barbecue, non pas pour cuisiner, mais pour régner. Grand, imposant, serrant des mains fermement, il était l'image même du patriarche fier et prospère. Il riait, un son bref et contrôlé qui ne montait jamais jusqu'à ses yeux. Et moi? J'étais sur le bord de la terrasse, dans l'ombre du grand chêne, tenant une assiette de petits fours que je n'avais pas l'intention de manger. Je jouais mon rôle habituel, l'arrière-plan, la note de bas de page de leur histoire. Mon rôle était simple, être là, être silencieuse, et ne pas faire de vagues. Puis, la musique classique s'est adoucie, passant d'un allegro à un adagio. Ma mère a tapoté délicatement sur sa flûte en cristal avec son alliance. Le son aigu a percé les murmures. Un instant, s'il vous plaît. J'aimerais porter un toast. Elle a levé sa flûte, son visage rayonnant de cette fausse chaleur que je connaissais si bien, une chaleur destinée au public. Nous levons nos verres ce soir à notre garçon en or, Gaspard, qui entre dans sa vingtaine avec tant de promesses et un avenir si brillant. Les invités ont applaudi poliment, un murmure collectif des « absolument » félicitations. Mon père a hoché la tête, un rare sourire de fierté pur fendant son visage habituellement sévère. Gaspard, debout à côté d'eux, arborait ce petit sourire en coin arrogant, comme si cet hommage n'était que la simple reconnaissance d'un fait établi. Mais ma mère n'avait pas fini. Son sourire s'est élargi, et elle a tourné la tête vers moi, de l'autre côté de la terrasse. Le projecteur invisible m'avait trouvé. Je me suis figée. Et nous levons aussi nos verres, dit-elle, sa voix portant clairement dans le silence soudain, une voix de velours cachant de l'acier, à sa merveilleuse grande sœur, Armelle. Mon cœur a commencé à battre sourdement dans ma poitrine. Pourquoi moi? Qui va utiliser son héritage pour acheter à son frère l'Audi qu'il mérite tant? Un éclat de rire poli a parcouru le jardin. Les voisins, les partenaires commerciaux de mon père, ils pensaient tous que c'était une plaisanterie affectueuse. Une blague de famille riche. Ce n'en était pas une. J'ai senti le picotement avant même que le verre ne touche la table. Mon pouls ralentit. Le sang s'est retiré de mon visage. Mon sourire, ce réflexe entraîné pendant 22 ans de survie familiale, s'est figé sur mon visage. Il est devenu un masque de cire. J'ai regardé mon père. Il hochait la tête, les yeux fixés sur moi, confirmant ses paroles. J'ai regardé Gaspard. Son sourire en coin s'était élargi en un sourire de triomphe. Il le savait. Il l'attendait. J'étais le sacrifice. J'étais le portefeuille. Ma valeur venait d'être annoncée publiquement. Pour la première fois de ma vie, je ne les ai pas vus comme mes parents. Je les ai vus exactement tels qu'ils étaient, beaux, polis, et d'une cruauté absolue. Et ils étaient certains, absolument certains, que je ne me battrais jamais. Ils avaient tort. Ils ne savaient pas que ce n'était pas seulement une humiliation. C'était une activation. Le début de la fin. Parce que le prochain appel téléphonique qu'ils allaient recevoir n'était pas de moi, implorant le pardon pour avoir gâché leur soirée. C'était de mon avocat. Depuis la rue, notre maison dans un quartier cossu d'Angers était une œuvre d'art.
Une façade blanche impeccable, des haies taillées au millimètre près, une pelouse qui semblait avoir été manucurée brin par brin. Les étrangers qui passaient souriaient souvent, ralentissaient leur voiture et disaient « Quelle famille charmante ! Quelle maison parfaite !» Ils ne voyaient pas ce qui se cachait en dessous. Ils ne voyaient pas le silence sous la peinture fraîche. Ils ne sentaient pas le froid qui régnait dans les pièces parfaitement décorées, un froid qui n'avait rien à voir avec la climatisation. Mon père, Thibault, dirigeait une PME florissante dans le secteur de la fourniture pharmaceutique. Pour lui, la vie était un bilan comptable. Il croyait fermement que les gens, comme les entreprises, se brisaient lorsqu'ils cessaient de suivre le plan. Et il avait un plan pour nous tous. Il gérait nos vies avec la précision d'un expert comptable. Chaque choix était mesuré, chaque note était analysée. Les émotions étaient un passif, une variable incontrôlable qu'il fallait minimiser. Je me souviens qu'un jour, il avait vérifié mes devoirs, non pas pour les réponses, mais pour la propreté de mes marges. La discipline, Armel, avait-il dit sans lever les yeux. Tout commence dans les marges. Il ne criait jamais. C'était inutile. Son contrôle était absolu, contenu dans la certitude glaciale de sa voix. Ma mère, Béatrice, était la décoratrice en chef de cette illusion. Elle était la façade humaine de l'entreprise familiale. Elle organisait les événements caritatifs les plus en vue, parlait d'une voix douce et mielleuse, et possédait un talent terrifiant pour faire passer la cruauté la plus aiguisée pour de l'inquiétude maternelle. « Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour toi, chérie, disait-elle, juste avant de décider ce que « le mieux » signifiait, sans jamais me le demander. Un jour, alors que je m'apprêtais à sortir avec des amis, elle m'a arrêté dans le hall. « Armel, cette robe, elle te rend un peu pâle. Mais la bleue. Elle est meilleure pour nous. » Ce n'était jamais à propos de moi. C'était toujours à propos de nous, de l'image que nous projetions. Et puis il y avait Gaspard. Mon petit frère. Le projet en or. Le dauphin. Depuis son premier trophée de football jusqu'à sa lettre d'acceptation dans une grande école de commerce parisienne, la maison tournait autour de ses victoires. Mon père l'appelait « l'héritage Lemoine ». Ma mère l'appelait « la raison pour laquelle nous travaillons si dur ». Il était bruyant, charmant quand il le fallait, et doté d'un sentiment de droit divin. Il laissait tomber son sac de sport au milieu de l'entrée, certain que quelqu'un moi le ramasserait. Il ne disait jamais ce que j'étais, moi. Mais j'avais compris mon rôle. J'étais le négatif de la photo, nécessaire pour que le positif ressorte. J'étais celle qui tenait le projecteur pour qu'il puisse briller. J'étais l'arrière-plan, le papier peint, celle qui devait rester silencieuse pour ne pas perturber l'harmonie de la composition. Alors, j'avais trouvé ma propre évasion. Mon propre acte de rébellion silencieuse. J'étudiais l'histoire de l'art. Mon travail à temps partiel au musée des Beaux-Arts d'Angers n'était pas un simple job étudiant. C'était mon sanctuaire. Là-bas, entouré par la permanence de la pierre et la beauté des siècles passés, je pouvais enfin respirer. L'air y était frais, sentant la cire ancienne et la poussière du temps. Dans ma famille, tout tournait autour du nouveau, les nouvelles voitures, les nouvelles réussites, la nouvelle image publique. Moi, je trouvais la paix dans ce qui était ancien, ce qui avait résisté à l'épreuve du temps. La pierre froide des sculptures était plus honnête que n'importe quelle parole prononcée chez moi. C'était ma résistance silencieuse. Pendant des années, ce sanctuaire avait suffi. Je m'effaçais à la maison pour mieux exister au musée. Je baissais la tête, j'évitais les conflits. La paix était plus facile que la confrontation. Mais je n'avais pas réalisé que les murs de ma cage familiale se resserraient. Ils ne se contentaient plus de mon obéissance. Ils voulaient quelque chose de tangible. Et ils savaient exactement où le trouver. Quand mon grand-père maternel, Étienne Martel, est décédé il y a 4 ans, il m'a laissé quelque chose qui ne cadrait pas avec le plan de mon père. Une fiducie personnelle. Un héritage. Grand-père Étienne était le seul à vraiment me voir. Il n'était pas comme mes parents. Il n'était pas impressionné par les bilans de mon père ou les réceptions de ma mère. Il était un homme calme, un professeur d'histoire à la retraite, qui sentait le tabac à pipe et les vieux livres. C'est lui qui m'avait emmené au musée pour la toute première fois. J'avais 8 ans.
Nous étions assis sur un banc de pierre froide au musée des Beaux-Arts, en face d'une tapisserie médiévale. Il m'avait regardé avec ses yeux bleus vifs et m'avait dit, « Tu vois, Armel ? L'art, c'est la preuve que nous avons survécu à notre propre histoire. C'est la beauté qui reste quand le bruit s'est tu. » Ces mots étaient restés gravés en moi. Il avait compris mon amour du silence, mais il voulait que je comprenne la force, pas seulement la fuite. Sa fiducie n'était pas une fortune colossale, mais elle était significative. Suffisante pour un apport pour un appartement, pour démarrer une vie, pour être libre. Et surtout, elle était à moi. Les termes étaient précis, rédigés par son avocat de confiance à Paris, Maître Valéry, un homme que je n'avais jamais rencontré. L'argent ne devait être débloqué qu'à mes 24 ans. Sauf s'il y avait une exception. Une clause que mon grand-père avait insisté pour ajouter, contre l'avis de ma mère à l'époque. Le fonds pouvait être débloqué plutôt si je faisais face à une situation de détresse avérée. Quand j'avais 19 ans, un an après sa mort, l'existence de la fiducie a été officiellement révélée. Mes parents ont organisé une réunion de famille. C'était plus une réunion du conseil d'administration. Mon père avait jugé l'idée inutile et source de complications. L'argent doit être géré, Armel. Il ne peut pas rester dormant. Ma mère avait souri finement et dit, « Les familles n'ont pas de secret financier, Armel. C'est malsain. Laisse-nous t'aider à gérer ce fardeau. » Un fardeau. C'est ainsi qu'il voyait mon cadeau. J'étais jeune. J'étais fatiguée de me battre. Je voulais la paix, cette fausse paix qui était ma drogue. J'ai signé les papiers qui leur donnaient un accès de gestion. Pas la propriété, mais la gestion. Pour m'aider, disait-il. Pour que tout reste simple. Grave erreur. À partir de ce jour, leur façon de me regarder a changé. Je n'étais plus seulement l'arrière-plan. J'étais devenu un coffre-fort parlant. Un compte en banque avec des jambes. Une ressource. Je me souviens de la dernière conversation que j'ai eue avec grand-père Étienne, quelques semaines avant sa mort. Sa voix était rauque, mais ses yeux étaient clairs comme du cristal. Il avait pris ma main. La liberté, Armel, avait-il murmuré, a besoin d'un plan de secours. Garde le tien en sécurité. Je n'avais pas compris à l'époque. Je pensais qu'il parlait de l'argent. Je ne réalisais pas qu'il me donnait une clé, une arme, une sortie de secours. Et j'étais sur le point d'avoir désespérément besoin d'ouvrir cette porte. Je venais d'avoir 22 ans. Ma vie suivait un rythme prévisible, une danse épuisante entre deux mondes. Des journées passées à la faculté, à me perdre dans la beauté des primitifs flamands, leur symbolisme caché et leurs couleurs profondes. Des après-midi à travailler au musée, à cataloguer et à respirer l'odeur de la cire ancienne. C'était ma véritable maison. Et puis, il y avait le retour. Le sentiment de lourdeur dans ma poitrine en garant ma vieille voiture. La porte d'entrée qui s'ouvrait sur le bruit. Invariablement, je trouvais Gaspard et ses amis affalés sur le canapé en cuir blanc du salon, des manettes de jeux vidéo à la main, des canettes vides sur la table basse en verre. Armel. Enfin. Prends-nous des chips et du soda, s'il te plaît, lançait-il sans même me regarder, ses yeux rivés sur l'écran. Et je le faisais. Comme une automate. Parce que la paix, même cette paix misérable et factice, était plus facile que la confrontation. Puis, environ un mois avant l'anniversaire de Gaspard, le complot a commencé. Si subtilement que j'ai failli ne pas le remarquer. Ma mère m'a trouvé dans la cuisine, alors que je préparais le thé. Elle s'est approchée, a réajusté une fleur dans un vase sur le comptoir. Tu sais, chérie, ton frère va avoir 20 ans. C'est une étape tellement importante. Oui, je sais, maman, ai-je répondu, méfiante. Chaque fois qu'elle prenait cette voix douce, c'était un signal d'alarme. Ce serait tellement symbolique, a-t-elle poursuivi, son dos toujours tourné vers moi. Si tu utilisais un peu de ton fonds pour lui offrir quelque chose de vraiment spécial. Quelque chose qui montre à quel point cette famille est unie. J'ai eu un petit rire nerveux. J'ai cru sincèrement qu'elle plaisantait. Maman, je ne crois pas que grand-père ait pensé à ça en. Je pensais lui acheter un beau livre. Pense-y, c'est tout, m'a-t-elle coupé, son sourire ne quittant jamais son visage alors qu'elle se tournait vers moi. Juste une pensée.
Quelques jours plus tard, j'ai trouvé la brochure. Elle était posée, négligemment, sur le bureau de mon père, là où je ne pouvais pas la manquer en allant chercher le courrier. Une brochure glacée, épaisse. Une Audi A5 coupée. Brillante, argentée, dynamique. Et à l'intérieur, le prix était entouré au stylo rouge, 55 000 €. Un post-it jaune était collé sur la couverture. Dessus, juste un mot, écrit de la main élégante de ma mère, Armelle. Mon cœur s'est serré au point de me faire mal. J'ai eu la nausée. J'ai repensé à mon 12e anniversaire. Le même week-end, grand-père Étienne m'avait offert mon premier vrai livre d'art sur la Renaissance, un volume lourd que j'avais encore. Mes parents, eux, avaient emmené Gaspard au Mondial de l'automobile à Paris. Il en était revenu avec des yeux brillants, parlant de moteur et de vitesse. Il n'était jamais venu au musée avec moi. Pas une seule fois. Et maintenant, il voulait que j'utilise l'argent de l'homme qui avait nourri mon âme pour acheter un jouet en métal à l'enfant qu'ils avaient toujours préféré. Quand j'ai confronté ma mère, brochure à la main, elle a fait semblant d'être surprise. Oh, ça? C'est juste une idée, chérie. Une suggestion. Pour l'harmonie familiale. L'harmonie. Ce mot était une arme. Le soir même, au dîner, mon père apportait le coup de grâce. L'ambiance était tendue. Le silence n'était rompu que par le cliquetis de l'argenterie contre la porcelaine. Il a posé sa fourchette. Le son a claqué. Pour la voiture de Gaspard, a-t-il dit, comme s'il s'agissait d'un point à l'ordre du jour d'une réunion. C'est un symbole, Armelle. La réussite doit rester dans la famille. Ta mère et moi pensons que c'est une excellente utilisation de ton fonds. Il m'a regardé, ses yeux gris ne laissant place à aucune négociation. Tu vas t'en occuper. C'est ce que font les filles responsables. Ils ne m'avaient pas demandé. Ils m'avaient dit. Ils avaient décidé que mon argent, mon héritage, mon plan de secours, était le leur. Que auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous cédé pour l'harmonie familiale? Auriez-vous sacrifié votre avenir pour une paix temporaire? Dites-le moi dans les commentaires, car à ce moment-là, j'étais complètement piégée. J'étais piégée. Ils avaient transformé un cadeau en ordre. Une suggestion en une arme. Je ne le savais pas encore, mais la porte de la cage venait de claquer. La seule question était, allais-je me laisser mourir à l'intérieur, ou allais-je trouver un moyen de faire sauter la serrure? Nous revoilà donc dans le jardin. La fête bat son plein. L'air est doux, mais pour moi, il est irrespirable. Le champagne coule, mais dans ma bouche, il a un goût de cendre. Chaque rire, chaque tintement de verre ressemble à un mensonge. Je me tiens près du vieux chêne, essayant de me fondre dans l'ombre, mon cœur battant comme un oiseau en cage. Je sais ce qui s'en vient. J'ai vu le regard triomphant de Gaspard toute la soirée. Ma mère tape sur son verre. Le silence se fait. Elle sourit à la foule, son visage est un masque de bonheur maternel. À notre garçon en or, Gaspard. Puis ses yeux me trouvent. Le projecteur est sur moi. Je suis prise au piège. Et à sa merveilleuse grande sœur, Armelle, qui va lui acheter l'Audi qu'il mérite tant. Les rires. Les applaudissements polis. Le hochement de tête suffisant de mon père. Le sourire en coin de Gaspard qui se transforme en un large sourire de victoire. Tout se passe au ralenti. Je sens le sang quitter mon visage. Mais sous la glace de la panique, quelque chose de nouveau commence à brûler. C'est une colère. Une colère pure, chaude, que je n'avais jamais osé ressentir. Et puis, la voix de mon grand-père, si claire dans ma tête, comme s'il était à côté de moi, s'il te force à choisir entre la paix et la dignité, Armelle, choisis la dignité. La paix bâtie sur l'obéissance n'est pas la paix. C'est une cage. J'aurais pu rire. J'aurais pu hocher la tête, jouer le jeu, comme toujours. J'aurais pu maintenir l'harmonie et mourir un peu plus à l'intérieur. Mais quelque chose s'est brisé en moi. Le genre de fissure silencieuse que personne n'entend, jusqu'à ce que tout le barrage s'effondre. Non. Le mot est sorti. À peine plus fort qu'un murmure. Mais dans le silence soudain du jardin, il a résonné comme un coup de feu. La musique s'est arrêtée. Les rires se sont éteints,
figés sur les visages. Le sourire de ma mère s'est figé. Le visage de mon père s'est durci comme du granit. Gaspard a perdu son sourire, remplacé par une confusion incrédule. « Pardon » a dit mon père. Sa voix n'était pas forte. Elle était basse, tranchante comme un rasoir. Je me suis redressée. J'ai quitté l'ombre du chêne et je suis entrée dans la lumière des guirlandes. Je sentais tous les regards sur moi. Je ne vais pas utiliser ma fiducie pour lui acheter une voiture. Ma voix ne tremblait pas. J'étais surprise moi-même. Mes mains, elles, étaient moites et froides. Cet argent est à moi. Le silence qui a suivi était différent. Il n'était pas paisible. Il était épais, vivant, vibrant d'horreur sociale. Les invités nous regardaient, leur sourire gêné figé, réalisant que ce n'était pas une blague. C'était un drame. Ma mère a fait un pas vers moi, son visage décomposé par la panique. « Armelle, ne sois pas ridicule. » Mon père l'a arrêté d'un geste sec de la main. Il s'est approché de moi. Lentement. Chaque pas était mesuré, contrôlé. Il ne me regardait pas comme sa fille. Il me regardait comme un employé insubordonné. Comme un actif défaillant qui venait de coûter cher à l'entreprise. Il est arrivé à ma hauteur. Je pouvais sentir l'odeur de son eau de Cologne et du vin sur son haleine. « Tu ne vas pas nous humilier » a-t-il sifflé, assez bas pour que seuls les plus proches entendent. « Tu vas sourire et tu vas dire que c'était une plaisanterie. »« C'est vous qui m'humiliez » ai-je répondu, ma voix à peine un souffle, mais ferme. Et puis, j'ai vu sa main fuser. Ce ne fut pas une gifle. Ce fut une explosion. Le son « clac » a été si fort qu'il a couvert le bruit des grillons. Ma tête a heurté violemment le tronc du chêne derrière moi. L'assiette en porcelaine que je tenais encore s'est écrasée sur la pierre de la terrasse, et le bruit du verre brisé a finalement réveillé tout le monde de sa paralysie. Le monde a basculé. Les lumières dorées se sont mises à tourner, à se brouiller. J'ai porté une main à ma joue, qui brûlait, pulsait. J'ai vu le visage de mon père, tordu par une rage que je n'avais jamais vue. Puis, tout est devenu noir. Quand j'ai repris conscience, peut-être quelques secondes plus tard, j'étais toujours dans le jardin. J'étais affalée contre l'arbre. Le silence était total, assourdissant, à l'exception des murmures choqués des invités qui battaient en retraite. J'entendais leurs pas pressés sur le gravier de l'allée, les portières de voitures qui claquaient. Mon Dieu, pauvre fille, Thibaut a complètement perdu la tête. La fête était terminée. Gaspard était figé, pâle comme un linge, regardant la scène, l'air stupéfait. Il regardait la vaisselle brisée, puis moi, puis son père. Il n'a pas bougé. Ma mère était à côté de mon père. Mais elle ne me regardait pas. Elle ne regardait pas ma tempe qui commençait à saigner là où j'avais heurté l'écorce. Elle regardait les invités qui fuyaient. Sa réception. Son image. Sa façade parfaite. Tout s'effondrait. Elle s'est tournée vers moi, et son visage n'exprimait aucune inquiétude. Juste du venin pur. « Souris, Armelle » a-t-elle sifflé, sa voix tremblant de rage. « Regarde ce que tu as fait. Tu gâches la fête. Tu as tout gâché. Tu as tout gâché. » J'avais une coupure à la tempe, ma joue était en feu, et elle s'inquiétait de la fête. Mon père m'a attrapée par le bras. Sa poigne était de fer. Il m'a remise sur pied sans ménagement. Il n'était pas inquiet. Il était furieux. Furieux que j'ai brisé l'illusion. « Rentre. Maintenant » a-t-il ordonné. Il m'a traîné à l'intérieur, à travers le salon parfait, laissant des traces de terre sur le tapis blanc. « Béatrice » a-t-il lancé à ma mère, appelle les derniers. Dis-leur qu'Armelle a fait un malaise. Qu'elle a glissé sur la terrasse. Il a jeté un regard noir à Gaspard. « Et toi, nettoie-moi ce désordre. » Puis il m'a poussé sur une chaise de la cuisine. Il a pris une serviette, l'a passée sous l'eau froide et l'a jetée sur mon visage. « Nous allons t'emmener à l'hôpital » a-t-il dit. J'ai cru déceler une lueur d'inquiétude. Je me trompais. Ce n'était que de la gestion de crise. « Il n'est pas question que j'appelle le SAMU » a-t-il dit à ma mère, qui était revenue, tremblante. « On ne veut pas d'étrangers ici, pas de rapport de police. C'est moi qui conduis. »
Va chercher les clés. Le trajet jusqu'au CHU d'Angers s'est fait dans un silence de mort. C'était la voiture de luxe de mon père, une Mercedes, qui sentait le cuir et le contrôle. J'étais à l'arrière, tenant la serviette contre ma tempe, qui était maintenant trempée. Ma mère était sur le siège passager, pleurant silencieusement. Mais elle ne pleurait pas pour moi. « Comment as-tu pu nous faire ça ?» a-t-elle finalement sangloté, sa voix brisée par l'indignation. « Après tout ce que nous avons fait pour toi. Gâcher le 20e anniversaire de ton frère ?» Mon père n'a pas dit un mot. Il conduisait vite, ses jointures blanches sur le volant. Jusqu'à ce que nous arrivions au parking des urgences. Il a coupé le moteur. La voiture a plongé dans le silence. Il s'est tourné vers moi, ses yeux froids comme l'acier dans le rétroviseur. Tu vas leur dire que tu as trébuché. Tu as glissé sur la terrasse. C'est ton histoire. Tu m'entends, Armel ? Tu as glissé. Je n'ai pas répondu. Aux urgences, le bourdonnement des néons était assourdissant. L'odeur d'antiseptique et de javel me prenait à la gorge. On m'a posé des questions. J'ai regardé le carrelage blanc. Une infirmière plus âgée, au visage doux, m'a prise à part. « Chérie, c'est ton père qui t'a fait ça. » J'ai gardé le silence. Elle a soupiré. « Vous avez de la chance. » Pas de commotion, juste une vilaine contusion et 3 points de suture à la tempe. Plus tard, un lieutenant de police est passé. Lieutenant Durand. Une femme d'une 50aine d'années, au regard fatigué mais bienveillant. « Vos parents sont partis » m'a-t-elle dit. Ils ont dit qu'ils avaient une urgence et qu'ils reviendraient vous chercher. Ils n'avaient même pas attendu. Mademoiselle, a-t-elle dit, sa voix douce. Je dois vous poser la question. Vous sentez-vous en sécurité chez vous ? Je l'ai regardé. J'ai ouvert la bouche. Mais aucun son n'est sorti. Mon silence m'avait amené ici. J'avais peur qu'un autre silence ne me tue. Quand elle est partie, me laissant sa carte, j'ai regardé mon téléphone. 12 appels manqués de ma mère. Probablement pour orchestrer mon retour. Un texto de Gaspard. Tu as tout gâché. Papa est furieux. Tu ferais mieux de t'excuser. J'ai effacé les appels. J'ai effacé le texto. J'étais seule. J'étais blessée. Mais pour la première fois de ma vie, j'étais réveillée. Et je commençais à tracer un plan. Quand l'infirmière m'a raccompagnée à la réception pour signer mes papiers de sortie, au milieu de la nuit, j'ai vu un visage familier assis sur une chaise en plastique orange. Ce n'était ni ma mère, ni mon père. C'était Madame Blanchet. La conservatrice en chef du musée où je travaillais. Une femme d'une 60aine d'années, toujours vêtue de cardigan en laine qui sentait les vieux livres et la gentillesse. Je ne savais pas comment elle était là. Plus tard, j'ai appris qu'un des invités, un ami du musée, l'avait appelée, paniquée par ce qu'il avait vu. Elle s'est levée quand elle m'a vue. Elle m'a regardé, ses yeux plissés derrière ses lunettes. Elle n'a pas regardé ma blessure avec pitié. Elle m'a regardé, moi, avec une profonde tristesse. Elle m'a regardé comme elle regardait un tableau endommagé. Avec soin, et la certitude qu'il pouvait être restauré. « Oh, ma chérie » a-t-elle dit doucement. Elle n'a pas posé de questions. Elle a juste posé son cardigan chaud sur mes épaules. Vous n'avez pas besoin de retourner là-bas ce soir. Vous n'avez pas besoin d'y retourner du tout, si vous ne le voulez pas. Les larmes que je n'avais pas versées pour moi, je les ai versées pour sa gentillesse. Elle m'a conduite dans sa vieille Renault, qui contrastait si fort avec la Mercedes de mon père. Sa voiture sentait le papier et le thé à la bergamote. C'était une odeur de sécurité. Elle m'a emmenée dans un petit hôtel sans prétention, près de la gare Saint-Lô. Un de ces endroits anonymes pour les voyageurs. Elle a payé la chambre en espèces. Reposez-vous, m'a-t-elle dit en me tendant son propre chargeur de téléphone. Prenez la matinée de demain. Prenez le temps qu'il vous faut. On parlera quand vous serez prête. Quand elle est partie, je me suis assise sur le lit. Le couvre-lit était rêche. Le silence dans la chambre d'hôtel était total. Pas de pas lourd dans le couloir, pas de soupirs exaspérés de ma mère, pas de voix autoritaire de mon père. Le silence était lourd, mais il était propre.
C'était la première fois que je respirais un air qui m'appartenait. J'ai sorti mon ordinateur portable de mon sac. Il y a 6 mois, après une énième dispute où mon père avait mentionné les coûts liés à mes études d'art inutiles, une petite voix m'avait poussé à le faire. Une intuition. Une prémonition. J'avais passé une soirée, alors qu'ils étaient à un dîner de charité, à scanner et copier méticuleusement tous les relevés de la fiducie auxquels j'avais encore accès. J'avais tout sauvegardé sur un disque dur crypté. J'avais fait cela, juste au cas où. J'ai branché le disque dur. L'écran s'est allumé. Et là, sous la lumière blafarde de l'hôtel, j'ai vu la vérité. Ce n'était pas seulement une intention. C'était un schéma. Ce n'était pas seulement leur intention d'acheter une Audi. Ils le faisaient depuis des années. J'ai ouvert le premier fichier. Dépenses professionnelles. 5 000 €. Une conférence à Deauville. Mais je me souvenais. C'était le week-end de l'anniversaire de ma mère. Elle était allée au spa. Il n'y avait pas eu de conférence. Un autre. 2 000 € pour des frais de scolarité exceptionnels pour Gaspard. Je savais qu'il avait acheté sa nouvelle montre de luxe cette semaine-là. Des dons à des associations caritatives présidées par les partenaires commerciaux de mon père. Des frais de gestion exorbitants qu'ils se payaient à eux-mêmes. Ils n'avaient pas seulement l'intention de me prendre 55 000 €. Ils avaient déjà méthodiquement pillé mon héritage. Ils avaient volé mon grand-père. Ils m'avaient volé. La colère que j'avais ressentie dans le jardin est revenue, mais froide cette fois. C'était une colère calme, une colère de validation. Je n'étais pas folle. Je n'étais pas ingrate. J'étais une victime. Je me suis souvenu de la voix de mon grand-père. La liberté a besoin d'un plan de secours. J'ai ouvert un nouvel email. Il était temps d'activer le mien. L'histoire vous ferait réagir comment, vous? On veut lire vos avis dans les commentaires. Et dites-nous, vous êtes d'où? L'histoire n'est pas terminée, continuons à écouter l'histoire. Il était presque 3 heures du matin. Mes doigts tremblaient, non plus de peur, mais de détermination. J'ai tapé une adresse email que je n'avais jamais utilisée, une adresse que j'avais mémorisée sur la carte de visite de mon grand-père. Maître Valéry. L'avocat de mon grand-père. L'exécuteur testamentaire de la fiducie. J'ai rédigé l'email le plus important de ma vie. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié. J'ai été factuel. Maître Valéry, je suis Armelle Lemoine, la petite fille d'Étienne Martel. Je vous contacte au sujet de la fiducie qu'il m'a laissée. Je joins à cet email des preuves d'abus de confiance financier de la part des gestionnaires actuels, mes parents, ainsi qu'un rapport médical de ce soir, qui, je crois, active la clause de situation de détresse. J'ai tout joint. Les relevés bancaires surlignés. Les photos de ma joue et de ma tempe suturée. Le formulaire de sortie de l'hôpital. Et en objet, j'ai écrit 6 mots. 6 mots que mon grand-père aurait compris, je crois que grand-père s'attendait à cela. J'ai appuyé sur « Envoyer », mon cœur battant à tout rompre. Je m'attendais à une réponse dans quelques jours, voire une semaine. Mon téléphone a vibré sur la table de nuit 10 minutes plus tard. C'était un email de Maître Valéry. Armelle. Merci pour ces documents. Votre grand-père était un homme prudent. Il y a bien une clause pour cela. La situation de détresse. J'invoque cette clause immédiatement au premier tribunal ouvert ce matin. Je serai à Angers demain après-midi. Ne rentrez pas chez vous. Ne répondez pas à vos parents. Je vous contacte à 9 heures. Pour la première fois depuis la gifle, j'ai respiré. J'ai respiré vraiment. J'ai pleuré, non pas de tristesse, mais de soulagement. Je n'étais plus seule. Le lendemain matin, Maître Valéry a été ponctuel. Sa voix au téléphone était calme, précise, et incroyablement rassurante. C'était la voix de l'autorité, mais une autorité bienveillante, pas celle, écrasante, de mon père. Armelle, dit-il, j'invoque la clause de détresse pour 2 raisons, l'abus financier que vous avez documenté, et l'abus physique dont vous avez été victime hier soir. Cela transfère immédiatement le contrôle total et exclusif de la fiducie à vous-même. J'ai déjà envoyé une notification par huissier à la banque,
gelant tout accès à vos parents. Il a fait une pause. Votre grand-père l'a incluse au cas où vous auriez besoin de protection. Contre eux. Protection. Il n'a pas dit aide. Il n'a pas dit support. Il a dit protection. Contre mes parents. Le mot a frappé plus fort que la main de mon père. Il a validé toute ma vie de silence et de peur. Cet après-midi-là, maître Valérie, qui était arrivé de Paris par le train, a travaillé avec le lieutenant Durand, que j'avais recontacté. J'ai fait une déposition complète. À 17h, j'avais en ma possession une ordonnance de protection temporaire. Une injonction qui interdisait à mon père, ma mère et mon frère de m'approcher ou de me contacter. Vous imaginez le soulagement? Passer de victime à celle qui tient les rênes, en moins de 24 heures. Le pouvoir que j'ai ressenti en signant ce papier, c'était terrifiant, mais c'était réel. Mais l'histoire n'était pas finie. Le plus difficile n'était pas d'obtenir les papiers. Le plus difficile était de les leur remettre en main propre. La confrontation était encore à venir. Et cette fois, je n'allais pas être silencieuse. Le lendemain après-midi, la maison de mes parents avait l'air exactement pareil. Pelouse parfaite, murs blancs, silence de façade. Mais je savais qu'à l'intérieur, ils étaient en mode gestion de crise. Ils devaient se demander pourquoi leurs appels tombaient sur ma messagerie, pourquoi je n'étais pas rentrée en rampant, en pleurant, en m'excusant. Nous nous sommes garés. Maître Valérie, dans son costume sombre impeccable, portait une mallette en cuir qui semblait peser lourd. J'étais à côté de lui. J'avais mis ma plus belle robe, celle que ma mère détestait parce qu'elle était trop austère. Ma joue était encore d'un bleu violacé, mais je l'avais laissée visible. Je ne me cachais plus. J'ai sonné à la porte de ma propre maison. Le son familier du carillon a résonné. Ma mère a ouvert. Quand elle m'a vu, son visage s'est composé en une expression de pitié et d'inquiétude répétée, comme une actrice montant sur scène. « Armelle, ma chérie. Tu nous as fait si peur. Pourquoi n'as-tu pas appelé? Nous étions morts d'inquiétude. » Elle a tendu les bras pour me serrer dans ses bras. J'ai fait un pas en arrière. « Bonjour, mère », l'ai-je coupé, ma voix froide. « Nous devons vous parler. » Elle a vu maître Valérie. Son sourire s'est figé. Son regard est passé de l'inquiétude feinte à la méfiance glaciale. Mon père est apparu dans l'entrée. Il était en tenue de week-end, mais il avait l'air d'un général. Quand il m'a vu, la colère a remplacé toute autre émotion. « Alors te voilà. Tu fais parler toute la ville. Tu as la moindre idée de ce que tu nous as fait? De l'embarras que c'est? » Monsieur et madame le moine, dit calmement maître Valérie, entrant dans le hall comme s'il en était propriétaire. Il n'avait pas été invité à entrer, mais il l'a fait quand même. Je suis maître Valérie, l'avocat de feu monsieur Étienne Martel. Je représente votre fille, mademoiselle Armelle, concernant sa fiducie. Mon père a eu un rire bref et amer. Sa fiducie? C'est nous qui la gérons, maître. Pour son bien. C'est une enfant instable. Plus maintenant, répondit Valérie. Il posa sa mallette sur la table basse en marbre du salon. Le son mat résonna dans le silence. Il en sortit un document. En vertu de la clause de « situation de détresse » que j'ai invoquée hier et qui a été validée par un juge ce matin, le plein contrôle et la propriété exclusive de la fiducie ont été transférés à mademoiselle Armelle. À compter de maintenant, vous n'avez plus aucun accès, aucune autorité, et aucune signature. Le silence. Béatrice tremblait, sa main sur sa bouche. Le visage de Thibaut est devenu rouge brique. C'est ridicule. C'est absurde. Vous la manipulez. De plus, continua Valérie, imperturbable, mademoiselle Armelle m'a fourni la preuve de transactions non autorisées et de détournement de fonds au cours des 3 dernières années. Nous demandons un audit complet de toute votre gestion. Gaspard, qui était resté silencieux sur le canapé, affalé, s'est levé d'un bond. Tu ne vas pas poursuivre tes propres parents, Armelle. C'est dingue. Tu es folle. Je me suis tournée vers lui. Pour la première fois, je ne voyais pas mon frère. Je voyais un complice. Tu as utilisé cette carte la semaine dernière pour ta montre à 2000 €, Gaspard.
Cet argent n'était pas à toi non plus. Il a pâli. Papa a dit que c'était bon. Je sais, ai-je dit doucement. C'est ça le problème. Ma mère a tenté une dernière fois la carte de la manipulation émotionnelle. Les larmes ont jailli. De vraies larmes, cette fois. Des larmes de peur. Armelle, s'il te plaît. Nous sommes une famille. Ne nous détruis pas, ne détruis pas tout ça pour de l'argent. J'ai secoué la tête. Je l'ai regardé. J'ai regardé la décoratrice qui avait passé sa vie à cacher la pourriture sous de la peinture fraîche. Ce n'est pas pour l'argent, maman, ai-je dit, ma voix claire et forte dans le salon silencieux. C'est parce que tu m'as toujours vu comme un compte en banque, et lui comme un fils. C'est parce que quand il m'a frappé, j'ai pointé mon père, qui a tressailli, tu t'es inquiété de la fête. Pas de moi. Je me suis retournée vers eux deux. J'ai terminé. Maître Valérie a posé un dernier document sur la table, par-dessus les autres. Le son était sec. L'ordonnance de protection. Pour sa sécurité, mademoiselle Armelle vivra séparément. Vous n'êtes pas autorisé à la contacter, ni directement, ni par des tiers, sous peine de poursuite pénale. Ils sont devenus blêmes. C'était le mot. Blême. Pas de choc. Pas de tristesse. La pâleur de cire de ceux qui sont démasqués. La pâleur de ceux qui viennent de perdre le contrôle. Totalement. Mon père s'est affalé dans son fauteuil en cuir. Il tremblait, non plus de colère, mais d'une rage impuissante. Tu nous as fait ça, a-t-il bégayé, en me regardant avec une haine pure. Je l'ai regardé, lui, l'homme qui m'avait terrorisé toute ma vie, soudain si petit dans son fauteuil coûteux. L'homme dont la voix avait été la loi. Il n'était plus qu'un homme pitoyable qui avait été pris la main dans le sac. Non, ai-je dit en ramassant mes propres papiers. C'est vous qui vous êtes fait ça. J'ai hoché la tête vers maître Valérie. Nous nous sommes dirigés vers la porte. Alors que je franchissais le seuil, la brise extérieure m'a semblé incroyablement fraîche. J'ai entendu ma mère éclater en sanglots derrière moi, des sanglots de perte, pas de remords. J'ai entendu mon père jurer, un son bas et vicieux. La porte s'est fermée. Je suis resté un moment sur le perron, à respirer l'air de la fin d'après-midi. J'avais l'impression de pouvoir enfin remplir mes poumons. Dans la voiture, maître Valérie m'a regardé. Il y avait un petit sourire au coin de ses lèvres. Vous savez, dit-il en ajustant ses lunettes, votre grand-père Étienne. Il aurait été incroyablement fier de vous aujourd'hui. Ces mots valaient plus que tout l'argent de la fiducie. C'est à ce moment-là que j'ai pleuré. Pas des larmes de tristesse. Des larmes de libération. Les semaines suivantes ont été un tourbillon. Les conséquences n'ont pas été immédiates, mais elles ont été profondes. Les nouvelles ont commencé à circuler. Pas dans les grands journaux, mais dans le petit monde d'Angers, là où l'image est tout. On ne citait pas de nom. Un chef d'entreprise locale faisant l'objet d'une enquête pour abus de confiance. Des rumeurs de violences domestiques dans les quartiers chics. La fête désastreuse de Gaspard était devenue une légende urbaine. L'audit que maître Valérie avait lancé était impitoyable. Il a révélé l'étendue des emprunts de mon père. Thibault a dû prendre un congé sabbatique de sa propre PME pour gérer le scandale financier. Ses partenaires n'appréciaient pas ce genre de publicité. Sa crédibilité, son atout le plus précieux, était en lambeaux. Béatrice s'est retirée de tous ses comités caritatifs. L'image était fissurée. L'illusion était brisée. Elle ne pouvait plus jouer la grande dame quand tout le monde murmurait dans son dos. Gaspard, privé du fonds de roulement familial occulte, a dû abandonner son appartement Tapac-Sangrave-l'Œil à Paris et revenir à Angers. Il a dû prendre un vrai travail à temps partiel pour payer ses études. Je l'ai aperçu une fois, de loin, en train de livrer des pizzas sur un scooter. Nos regards se sont croisés. Il a détourné les yeux le premier. J'ai reçu un dernier message. Un message vocal de ma mère, laissé sur mon téléphone avant que l'ordonnance de protection ne soit officiellement signifiée. J'ai failli l'effacer. Je l'ai écouté. Ce n'était pas des excuses. C'était un torrent d'accusations. Tu détruis cette famille, Armelle. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Tu nous déchires.
J'espère que tu es heureuse. Tu seras toute seule. Tu finiras seule. J'ai écouté le message jusqu'au bout. Je n'ai ressenti ni colère, ni tristesse. Juste du vide. Elle ne comprenait toujours pas. Elle ne comprendrait jamais. Je n'ai pas répondu. J'ai juste bloqué son numéro. C'était mon dernier acte de contrôle. La justice était en marche. La façade était tombée. Mais la partie la plus difficile restait à faire, non pas les détruire eux, mais me reconstruire, moi. J'ai utilisé l'argent de la fiducie, mon argent, pour louer un petit appartement sur la rue Toussaint. Un appartement au dernier étage, avec des poutres apparentes et une vue sur les toits d'ardoise d'Angers. C'était à quelques pas du musée. Les murs étaient nus. Les meubles étaient d'occasion, récupérés chez des brocanteurs. L'endroit était petit, peut-être 1/10 de la taille de la maison de mes parents. Mais il était à moi. Chaque son à l'intérieur m'appartenait. Le grincement du parquet était le mien. Le sifflement de la bouilloire était le mien. Pendant des semaines, je me suis réveillée en sursaut, mon cœur battant la chamade, m'attendant à entendre des pas lourds dans le couloir ou une voix autoritaire me reprochant d'être levée trop tard. Mais il n'y avait que le silence. Et lentement, très lentement, ce silence a cessé d'être effrayant. Il est devenu paisible. Il est devenu un espace pour respirer. Je n'avais plus à chuchoter au téléphone. Je n'avais plus à cacher mes relevés de notes ou mes achats. Je n'avais plus à justifier mon existence. Je pouvais manger ce que je voulais, quand je le voulais. Je pouvais lire jusqu'à 3 heures du matin sans qu'on me dise d'éteindre la lumière. J'ai continué à travailler au musée. Mais ce n'était plus un sanctuaire. Ce n'était plus une fuite. C'était devenu une passion. Je n'étais plus l'ombre qui se cachait. J'étais Armelle, l'étudiante en histoire de l'art. Les gens m'écoutaient. Madame Blanchet m'a confié un petit projet de recherche. Ma voix comptait. Un après-midi, après le travail, je suis passée par la boutique du musée. J'ai utilisé mon propre argent pour acheter une estampe d'art. Ce n'était pas une œuvre majeure, juste une petite gravure, une reproduction. C'était une œuvre de Berthe Morisot. Une femme qui avait peint son propre monde, contre les conventions de son époque. Une femme qui avait trouvé sa voie dans un monde d'hommes. Je l'ai accrochée sur le mur nu de mon salon. Ce n'était pas une décoration. C'était une déclaration. C'était mon premier acte de construction de ma propre façade, une façade honnête. Maître Valérie m'a envoyé les documents finaux. L'audit était terminé. Mes parents, confrontés à des preuves accablantes, avaient signé un accord pour rembourser ce qu'ils avaient pris, en plusieurs versements, en échange de l'abandon des poursuites pénales. Je ne voulais pas les voir en prison. Je ne voulais pas de leur argent. Je voulais ma liberté. L'accord était la reconnaissance écrite de leur faute. C'était suffisant. Ce soir-là, je me suis assise devant mon ordinateur portable. J'ai ouvert un document vierge. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé. La gifle, l'hôpital, le regard de mon père, les larmes de ma mère. La peur. Le silence. Et j'ai commencé à écrire. J'ai tapé un titre, Le coup du silence. Mon grand-père avait dit que l'art était la preuve que nous avions survécu. Ceci, mon histoire, c'était ma preuve. En écrivant, j'ai réalisé quelque chose d'étrange. Je ne les détestais plus. La haine est encore un lien. C'est un fil qui vous attache à ceux qui vous ont fait du mal. C'est une cage, tout comme l'obéissance. Et j'étais enfin libre. J'ai regardé par la fenêtre les lumières d'Angers. Pendant des années, j'ai cru que mon silence faisait de moi une faible. Que ma passion pour l'art était une fuite. Maintenant, je comprenais. Ce n'était pas une fuite. C'était une préparation. J'apprenais à quel point ma propre voix pouvait être forte. Ce soir-là, dans le jardin, ils ont levé leur verre à mon obéissance. Ce soir, dans mon propre appartement, je lève une tasse de thé à ma liberté. Je ne vis plus dans cette maison. Je ne les vois plus. L'ordonnance de protection est permanente. Mais parfois, quand le vent souffle d'une certaine manière, j'entends encore les échos de cette nuit. Le tintement du verre de ma mère, le son de l'assiette qui se brise, et le moment où, pour la première fois,
J'ai enfin dit non. Ça ne fait plus mal comme avant. C'est juste un rappel. Un rappel que chaque fin, chaque libération, commence par une seule personne qui décide qu'elle en a assez. Je pensais que récupérer ma fiducie était une vengeance. Ce n'était pas le cas. C'était de la survie. C'est la preuve que la paix, la vraie paix, celle qui vient de l'intérieur, peut faire plus de bruit que la douleur, si seulement on arrête de s'excuser de la vouloir. Si on vous a déjà dit de vous taire, si on vous a fait sentir petit pour que quelqu'un d'autre puisse paraître grand, si on a utilisé l'amour ou l'harmonie familiale comme une arme pour vous contrôler, souvenez-vous de ceci, votre silence n'est pas leur propriété. Votre vie n'est pas leur compte en banque. Parlez. Partez. Reconstruisez. Même si votre voix tremble. Si cette histoire ressemble à la vôtre, ou à celle de quelqu'un que vous connaissez, partagez-la dans les commentaires ci-dessous. Racontez votre moment, non. Racontez comment vous avez commencé à reconstruire. Vous ne savez jamais qui pourrait lire votre histoire ce soir, dans une chambre d'hôtel anonyme, et trouver le courage de commencer la sienne. Ces histoires doivent être entendues. Elles doivent être partagées. Merci de m'avoir écouté. Si mon histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un like pour soutenir ceux qui se battent pour leur voix, et à vous abonner pour plus d'histoires de vérité et de survie. Prenez soin de vous.